Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal avec ma collègue Lamia Abdelhamid. Bonjour Lamia. Bonjour, Chérif, ravi d'être avec vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons par les principaux titres tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties internationales, y compris l'Union européenne, afin d'aboutir à l'accalmie et au cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Le président s'exprimait lors de son entretien avec Manfred Weber, président du groupe du Parti populaire européen, le plus grand groupe politique au Parlement européen. Le président al-Sisi a également souligné la nécessité de mettre fin aux agressions en Cisjordanie et d'acheminer immédiatement toutes les aides humanitaires. Le président a aussi affirmé que la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant, conformément aux résolutions internationales, sont le seul moyen pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. L'entretien était par ailleurs centré sur les profondes relations reliant l'Égypte et l'Union européenne, récemment promues par un partenariat stratégique global entre l'Égypte et l'Union européenne. À cet égard, M. Manfred Weber a affirmé que son groupe politique est bien attaché à renforcer la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, en particulier l'économie et la hausse du volume des investissements européens en Égypte. Les derniers développements survenus dans la région ont également fait sujet de discussion entre le président al-Sisi et le responsable européen. Le président Abdel Fattah al-Sisi a salué la coopération entre l'Égypte et la compagnie italienne Eni, ce qui reflète la profondeur des relations entre l'Égypte et l'Italie dans les différents domaines. Le chef d'État a tenu ses propos lors de son rencontre aujourd'hui avec le président exécutif de la compagnie Eni, Claudio Descalzi. Le président el-Sisi a affirmé l'attachement de l'État à développer le climat d'investissement et son engagement à poursuivre ses efforts pour maximiser l'exploitation du secteur énergique. Le président a salué la contribution efficace d'Eni au projet de développement en Égypte. De son côté, M. Descalzi s'est dit fier de la coopération fructueuse avec l'Égypte, se félicitant des opportunités prometteuses sur le marché énergique en Égypte, soit dans le domaine de la production locale et celui de l'exportation. Israël a mené ce lundi de nouvelles frappes meurtrières au Liban et dans la bande de Gaza, où il combat les mouvements Hezbollah et Hamas. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait proposé une accalmie dans la région. Les détails dans ce commentaire. Sur le front nord d'Israël, une frappe israélienne a tué 5 personnes ce lundi dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, selon les autorités. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué ce lundi à la roquette et à l'artillerie des troupes israéliennes à la porte de Fatima, un ancien passage frontalier fermé dans le sud du Liban. Israël avait juré de faire payer à l'Iran une attaque au missile menée par Téhéran le 1er octobre contre son territoire qui visait, selon Téhéran, à venger l'assassinat par Israël du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et celui du chef du Hamas Ismail Haniyeh. Le chef des gardiens de la révolution, l'armée d'Iran, le général Hossein Salami, a haussé le ton contre Israël, le menaçant de conséquences amères inimaginables après ses frappes samedi contre des cibles militaires en territoire iranien. Dans la bande de Gaza, soumise à des bombardements destructeurs et assiégée depuis plus d'1 an, l'armée israélienne a annoncé avoir tué des dizaines de terroristes à Jabalia, dans le nord de l'enclave où elle mène depuis le 6 octobre une offensive pour empêcher, selon elle, le Hamas de regrouper ses forces. Selon des secouristes locaux, les bombardements se sont poursuivis dans le centre et le nord de Gaza, où 3 personnes ont été tuées par un drone israélien. Dimanche, l'Égypte, l'une des médiateurs entre le Hamas et Israël, a proposé un cessez-le-feu de 2 jours, durant lequel 4 otages seraient échangés contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Selon des médias israéliens, le chef du Mossad israélien David Barnea est arrivé au Qatar pour de nouvelles négociations avec le chef de la CIA, Bill Burns, et des médiateurs qataris autour d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Et l'Irak a annoncé ce lundi avoir officiellement protesté auprès de l'ONU contre l'utilisation, selon lui, par Israël, de son espace aérien pour frapper l'Iran voisin. L'Irak a également condamné une violation flagrante de sa souveraineté. Voyons un commentaire.
Dans une lettre de protestation au secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité, l'Irak condamne la violation flagrante perpétrée par l'entité sioniste dont les avions ont violé l'espace aérien et la souveraineté de l'Irak, utilisant l'espace aérien irakien pour mener une attaque contre l'Iran le 26 octobre, selon un communiqué du gouvernement. Samedi, avant l'aube, l'armée israélienne a mené une attaque aérienne ciblant des sites militaires en Iran, dans un contexte régional explosif exacerbé par les guerres menées par Israël contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Samedi, l'armée iranienne a aussi accusé les avions israéliens d'avoir utilisé l'espace aérien de l'Irak dont dispose l'armée américaine pour lancer à distance un certain nombre de missiles à longue portée dotés d'ogives très légères. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit ce lundi espérer que leurs amis irakiens annonceront les sanctions nécessaires et qu'ils ne permettront pas que de tels incidents se reproduisent. Il a ajouté être certain qu'aucun pays voisin n'a autorisé le régime sioniste à utiliser son espace aérien. Dimanche, l'une de ces factions, les brigades du Hezbollah, ont fustigé l'usage de l'espace aérien irakien lors de l'attaque israélienne contre l'Iran, y voyant un dangereux précédent. Évoquant une complicité des Américains qui dominent les cieux irakiens, menaçant aussi Israël, le mouvement a dit qu'ils devront payer le prix en temps et lieu opportun. Et l'armée israélienne a lancé lundi un appel aux habitants de certains quartiers de Tyr pour qu'ils évacuent leurs logements de cette ville du sud du pays. Au moins 21 personnes ont été tuées dimanche dans plusieurs frappes israéliennes sur le sud libanais, dont 9 morts dans un bombardement sur les environnements de Saïda, grande ville habituellement relativement épargnée par les violences selon le ministère de la Santé libanais. Les détails dans ce commentaire. 9 personnes ont été tuées et 38 blessées, dont 3 dans un état critique dans une frappe des forces israéliennes sur Haret Saïda, située à une soixantaine de kilomètres de la frontière libanaise avec Israël, selon un bilan définitif du ministère de la Santé. Un premier bilan avait fait état de 5 morts et 13 blessés dans cette frappe. Cette frappe n'a pas été précédée par un appel d'Israël à évacuer la zone. L'armée de l'occupation avait lancé dimanche un appel à évacuer aux habitants de 10 villages dans le sud du Liban avant des opérations militaires contre le Hezbollah dans le secteur. Dans la localité de Ain Bal, au moins 7 personnes ont été tuées et 24 blessées dans un raid de l'ennemi israélien selon le ministère de la Santé. Dans les environs de la ville de Tyr, 5 personnes ont été tuées et une blessée dans une frappe sur la localité de Bourj al-Shemali. Cité par l'agence de presse libanaise ANI, le chef de la municipalité de Bourj al-Shemali a assuré que cette frappe de drone était survenue près d'une école rattachée à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'école n'a pas été directement touchée ou ciblée. Il n'y a pas de victimes confirmées au sein de l'école, c'est ce qu'a indiqué de son côté un porte-parole de l'agence onusienne. Au moins 1620 personnes ont été tuées au Liban, en plus d'un mois d'hostilité. Le Liban a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protester contre les agressions israéliennes contre les journalistes et les installations médiatiques dans le sud. Dans sa plainte, le Liban a souligné que les attaques israéliennes récurrentes contre les journalistes constituent des crimes de guerre et qu'Israël doit être puni pour avoir bâillonné le libre journalisme et nuire à la sûreté des journalistes. Vendredi dernier, l'armée israélienne a mené une frappe contre une structure militaire du Hezbollah à Hezbollah, dont le sud du Liban, tuant 3 journalistes. Le comité pour la protection des journalistes a condamné cette attaque, appelant la communauté internationale à intervenir pour empêcher qu'Israël échappe à la punition. Et 13 Palestiniens ont été tués par des bombardements israéliens contre la bande de Gaza qui n'ont pas connu de répit depuis le matin. 4 Palestiniens ont été tués lors du bombardement israélien contre Beit Lahia, dans le nord de l'enclave palestinienne et la banlieue est de Shoujaïa. Entre-temps, 3 autres Palestiniens, dont un enfant, ont trouvé la mort suite au bombardement israélien contre les camps d'Al-Bridge et Mogazi dans le centre de Gaza.
Alors que dans le nord du camp d'Al-Nusayrat, un Palestinien est tombé martyr et 4 autres ont été blessés dans le bombardement d'une maison au centre de l'enclave. Le porte-parole de la défense civile à Gaza a annoncé la mort plus de 1000 Palestiniens qui ont succombé à leurs blessures à leur arrivée aux hôpitaux, victimes d'une opération militaire menée par Israël dans le nord de l'enclave depuis 24 jours. Le ministère russe de la Défense a revendiqué dimanche la conquête d'un village de l'est de l'Ukraine, tout près de la ville industrielle de Kourakove, dont les forces de Moscou sont désormais aux portes. Les soldats russes ont pris le village d'Izmaïlivka, situé environ 8 km au nord de Kourakove. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Cette cité industrielle semble en voie d'être conquise par les troupes de Moscou, qui s'en sont rapprochées ces dernières semaines, poussant nombre de ses habitants à fuir. À une dizaine de kilomètres au nord, Izmaïlivka se trouve Silidove, une autre ville dont les soldats russes semblent proches de s'emparer. Encore plus au nord, la grande ville de Pokrovsk, encore nouvelle logistique des troupes ukrainiennes, est elle aussi menacée. Les forces ukrainiennes sont à la plaine dans l'est du pays face à des soldats russes plus nombreux et mieux armés. Kamala Harris et Donald Trump repartent ce lundi à la chasse de la moindre voix pour faire la différence dans leur duel à couteau tiré pour la Maison-Blanche, marqué par une nouvelle polémique après des insultes contre les portoricains à lors d'un meeting du candidat républicain. Et plus de détails dans ce compte-rendu. Plus de 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée pour le scrutin des élections qui s'annonce comme le plus serré de l'histoire moderne des États-Unis et qui tient les diplomates du monde en haleine alors que les guerres font rage en Ukraine et au Proche-Orient. Le président Joe Biden lui-même va voter lundi selon la Maison-Blanche. Au niveau national, comme pour les 7 États les plus disputés qui décideront de ce scrutin au suffrage universel indirect, les sondages donnent toujours au coude à coude la candidate démocrate Kamala Harris, 60 ans, qui deviendrait la première femme noire présidente des États-Unis, et Donald Trump, 78 ans, candidat pour la 3e fois à la Maison-Blanche, qui a quitté dans le chaos en 2021. Chacun d'entre eux retourne sur le terrain lundi dans ses États clés. Kamala Harris ira dans le Michigan, où elle doit faire à la colère d'une partie de l'importante communauté américano-arabe contre le soutien des États-Unis à Israël dans ses guerres à Gaza et au Liban. De son côté, Donald Trump sera en Géorgie où il doit s'adresser à une assemblée de pasteurs et de chefs religieux avant de tenir un meeting à Atlanta. Dimanche, Donald Trump a rempli de casquettes rouges le légendaire Madison Square Garden de New York où il s'est présenté en saveur des États-Unis détruits par Kamala Harris, mais son meeting a été marqué par des insultes à l'égard des portoricains qui ont provoqué une polémique. La séquence a rapidement été dénoncée sur les réseaux sociaux, notamment par l'équipe de campagne de Kamala Harris qui venait de se rendre dimanche dans un restaurant au portoricain de Philadelphie où cette communauté est implantée. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba se trouve en grande difficulté politique lundi après la défaite historique de coalition au pouvoir qui, selon les projections, a perdu la majorité à l'issue d'élections législatives désastreuses. Dans la foulée de son arrivée au pouvoir le 1er octobre, M. Ishiba avait convoqué un scrutin anticipé, espérant consolider son pouvoir en renforçant la position de sa partie libérale démocrate qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis cette décennie. Mais selon les projections de la chaîne de télévision nationale NHK et dans les attentes des résultats officiels, le PLD n'a pas atteint la majorité absolue de 233 sièges à lui tout seul pour la première fois depuis 2009. Pire, 6 chiffres suggèrent que la coalition au pouvoir composée du PLD et du petit parti Komeito n'a pas non plus réussi à s'assurer le contrôle de la moitié de 465 sièges dans la Chambre basse. La PLD a remporté 180
191 sièges et Kyoto 24 selon les décomptes de la NHK lundi matin. Cette sanction par les urnes est attribuée en grande partie à un scandale de caisse noire qui a secoué le PLD. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre attention. Merci Lamia. Merci Chérif d'être avec vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vos attentions.